un honneur de vous recevoir ici. Il faut savoir que Fabienne Gauthier, notre rédactrice en chef, rêvait de vous avoir depuis son arrivée et c'est fait. Jean Jouzel, vous êtes climatologue et glaciologue, directeur de recherche émérite au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qu'on appelle entre amis le CEA. Vous avez été vice-président du groupe scientifique du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et en 2007, avec le GIEC, vous avez reçu le prix Nobel de la paix. Est-ce que c'est bon ? Oui, merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes et à tous. Bonjour Mouloud, merci de m'avoir invité dans votre émission, c'est très sympathique et de mon côté, je suis extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et ben voilà, moi on n'a pas eu de prix Nobel en collectif ici, mais on est très fiers d'en avoir un chez nous. Vous avez fait partie des premiers à démontrer le lien entre les émissions de CO2 liées à l'homme et le réchauffement climatique. C'était il y a plus de 30 ans. Question très simple, maintenant que c'est une réalité, maintenant qu'on s'écharpe à ce sujet sur les plateaux de télévision entre les climato-sceptiques et ceux qui constatent la disparition des espèces, est-ce qu'il y a 30 ans, on vous prenait pour un fou ou pas ? En fait, notre constat, nous, s'est appuyé beaucoup sur des travaux de recherche sur les glaces polaires avec mon collègue Claude Lorius, d'autres collègues. On a montré en 87 ce lien entre gaz à effet de serre et climat dans le passé. Et c'était vraiment, disons, une découverte. En ce sens, c'était la première fois que c'était démontré. Aussi, en fait, ça permettait de montrer que l'effet de serre n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Et depuis, ça c'était il y a 30 ans, et depuis, il a vraiment augmenté. Je me suis impliqué dans le GIEC, vous l'avez dit, pratiquement dès au début. Et le GIEC, c'est de faire le constat, de faire un diagnostic de tout ce qui concerne le réchauffement climatique, les causes, les conséquences, mais aussi les solutions à mettre en œuvre. Et bien, moi, au niveau du constat, on peut, je dirais presque malheureusement dire que ce que nous envisagions il y a 30 ans en termes d'évolution du climat, c'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui, aussi bien pour ce qui concerne le rythme de réchauffement que, l'intensification de certains événements extrêmes, de sécheresse, d'inondations, de vagues de chaleur, de cyclones. Donc effectivement, malheureusement, il y a eu une continuité dans notre diagnostic et c'est un peu regrettable que nous ne soyons entendus qu'aujourd'hui. Ce qui est dingue, Jean Jouzel, parce que là, vous publiez Pour éviter le chaos climatique et financier. Et cette semaine, un groupe d'experts de l'ONU a publié un rapport historique, et j'insiste sur le mot historique, parce que le danger est en face de nous, il est là, il est présent. On y apprend qu'1 million d'espèces sont en danger d'extinction, ce qui veut dire qu'une espèce sur 8, animale et végétale, risque de disparaître à brève échéance. Ce qui veut dire que peut-être que nos enfants, nos petits-enfants, quand on va leur montrer un rhinocéros, on va leur dire que ça n'existait qu'au cinéma. Oui, et je crois très profondément, et d'ailleurs j'ai été co-signataire d'une tribune, disons dans Le Monde aussi cette semaine, disant clairement que la perte de biodiversité est un problème tout aussi grave pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures que celui du réchauffement climatique. Et d'ailleurs, il y a un certain lien entre les deux, puisque l'accélération du réchauffement climatique, si on ne réussit pas à le maîtriser, eh bien, risque d'accroître la perte de biodiversité. En fait, à la fin du siècle, il y aurait certaines espèces dont la capacité de déplacement serait inférieure, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on comprend bien ce lien vraiment pervers, je dirais, entre réchauffement climatique, si on ne le maîtrise pas, et perte de la biodiversité. Et la perte de biodiversité n'a vraiment pas besoin de ça. Vous avez eu, avec le GIEC, un prix Nobel. Vous avez travaillé toute votre vie là-dessus. Vos voix concordent avec tous les chercheurs qui travaillent et qui cherchent sur ce sujet. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, on entend la parole des climato-sceptiques, comme on l'a vu cette semaine chez Pascal Praud, où oui, exactement, et Elisabeth Lévy disait c'est une religion. Oui, alors on nous accuse... Vous avez vu cette séquence ? Oui, enfin non, j'ai lu sur l'intervention de Pascal Praud, je crois que c'est avec Claire Nouvian, autour d'une interview de Pierre Nouvian. Je pense effectivement que bon, on peut toujours discuter de la réalité du réchauffement climatique, on peut le faire aujourd'hui, c'est pas le problème. Moi, je suis très ouvert à donner toutes les voix s'exprimer. Oui, mais c'est clair que les arguments sont, je dirais, il y a pas d'argument pour le climato-scepticisme actuellement. À mesure que le climat progresse, que le réchauffement se met en place, que nous, disons, je crois, nous améliorons à la fois les observations, mais aussi les projections, malheureusement, il n'y a plus de doute. Si on continue à augmenter l'effet de serre, on augmente le chauffage, simplement. C'est quand même très simple, hein. On augmente le chauffage. Et disons, espérer qu'en augmentant le chauffage, rien ne se passe, c'est vraiment, je dirais, sans base scientifique. C'est bien ça le problème. Donc,
ce que nous avançons, il faut s'appuyer effectivement sur la science, sur la recherche, qui est très active. Le fond de ma question, Jean Jouzel, il ne concerne même pas Pascal Praud, parce qu'à la rigueur, c'est son droit de laisser parler tout le monde. Tout à fait. Non, et ça fait partie du débat démocratique. Oui, je ne nie pas ça. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où la parole du chercheur, du scientifique, pèse moins que celle du polémiste. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir une balance égale? On n'y arrivait pas il y a une trentaine d'années parce qu'il n'y avait pas beaucoup de médias qui en parlaient. On a peut-être plus de difficultés actuellement, en particulier vis-à-vis des jeunes, parce que les réseaux sociaux sont effectivement... les climato-sceptiques sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un des aspects peut-être que nous négligeons. C'est aussi à nous d'aller vers le public. Et je suis très heureux que vous m'invitiez de dire, je dirais calmement et sans catastrophisme, la réalité du réchauffement climatique, la nécessité d'agir. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont donné une autre enfin, j'ai moi-même des petits-enfants, et une autre dimension, disons, aux messages qui peuvent être véhiculés. Et c'est vrai que assez souvent, semble-t-il, enfin moi je n'y vais pas beaucoup, j'ai pas trop le temps, mais disons, les réseaux sociaux n'aident pas effectivement le message... disons, la clarté du message de certaines communautés. Peut-être parce que c'est nous-mêmes, nous ne sommes pas assez actifs sur les réseaux sociaux. Et vous avez grandi dans une famille d'agriculteurs climato-sceptiques. Oui, mon frère l'est toujours un petit peu, mais enfin c'est plutôt une posture, je crois. Mais, oui, un petit peu quand même, mais c'est vrai que je parle souvent dans le milieu agricole, et depuis quelques années, le monde agricole, à juste titre, comprend que ce problème du réchauffement climatique, c'est aussi son affaire. C'est son affaire parce qu'il y a beaucoup de conséquences du réchauffement climatique, mais aussi beaucoup d'opportunités. Par exemple, ce sont les territoires sur lesquels se développent, disons, les énergies renouvelables, éolien, solaire, méthanisation. Il y a beaucoup d'opportunités pour le monde agricole, pour les territoires en général, et c'est aussi cela qu'il faut disons, vraiment mettre en valeur. C'est pas, disons, la transition énergétique dont on parle vraiment, qui est au cœur de notre discours, finalement, des solutions, c'est aussi une remarquable opportunité de développement économique. C'est un peu ce que nous développons aussi dans cet ouvrage avec Pierre Laroutourou. Vous avez cette fameuse proposition de créer une banque verte? Oui, une banque une banque européenne pour le climat et la biodiversité, avec cette idée que si on veut réussir la transition énergétique, c'est-à-dire, en gros, si on voulait limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, et on aurait finalement toutes les raisons de le faire, en tout cas au moins à 2 degrés par rapport au pré-industriel, eh bien, il faut investir massivement. C'est un constat au niveau de la Cour européenne des comptes, plus de 1 000 milliards chaque année, et il faut vraiment que ces investissements soient là, et ces investissements, cette transition, elle reste possible. Et c'est un merveilleux projet européen. C'est aussi, je dirais, synonyme de dynamisme économique, synonyme de création d'emplois au niveau de l'Europe. 6 millions d'emplois nets d'ici 2050. Au niveau de la France, jusqu'à 900 000 créations d'emplois nets. Donc il ne faut surtout pas voir, pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. C'est une solution d'avenir. C'est une solution d'avenir. Et ça doit être un monde enthousiasmant. En fait, on souhaiterait que... En gros, ils changent le monde, enfin en tout cas le type de développement que nous avons, et c'est quand même beaucoup de recherche, d'innovation, d'inventivité, voilà. Donc ça fait plaisir d'entendre ce mot. Il y a une certaine attractivité. Enfin, si j'étais jeune, enfin, Mais vous êtes jeune, Jean Jouzel. Voilà, jeune, vous êtes un ouf. On a quand même, voilà. Je pense qu'il faut aller de l'avant et ne pas voir ça aussi comme une opportunité dans disons, dans les emplois, dans le mode de développement qui est quand même assez, bien sûr, il faut beaucoup d'efficacité énergétique. C'est vrai qu'il faut aussi de la sobriété, on ne peut pas le nier. Et de l'enthousiasme. Et de l'enthousiasme aussi, voilà. Mais c'est important de parler d'enthousiasme, parce que souvent, quand on parle de climat, c'est alarmiste. Mais moi, il y a quand même une différence, enfin, il y a une petite ligne entre alarmisme et enthousiasme, c'est la réalité. Et Émilie, cette semaine, la réalité est plus que triste. C'est qu'en fait, depuis vendredi, on vit à crédit. C'est-à-dire qu'en 4 mois, on a quand même réussi à dépenser toutes les ressources qui étaient disponibles en 1 an. En Europe. En Europe, il faut le préciser, parce que l'Europe, c'est quand même 7% de la population mondiale et 20% des ressources mondiales. Et chaque année, en fait, ce jour de dépassement arrive de plus en plus tôt. Oui, de plus en plus tôt. Donc, vous avez raison, au niveau de l'Europe, c'est très tôt. Au niveau mondial, c'est un peu plus tard, c'est plutôt pendant l'été. Mais cette expression, chaque année, on vit à crédit, il y a quelque chose avec la nature, c'est qu'on ne peut pas le rembourser, le crédit. Non, du point de vue, si on revient, effectivement, on vit à crédit pour les émissions de gaz à effet de serre, mais ce que l'on fait
En fait, on demande à rembourser. On demande aux jeunes d'aujourd'hui, je ne parle même plus de génération future, d'être en mesure, si on veut limiter le réchauffement climatique, de pomper du gaz carbonique que nous mettons dans l'atmosphère sans compter. Donc effectivement, on vit à crédit, parce que si on veut réussir à limiter le réchauffement climatique, il faudra repomper du CO2 de l'atmosphère, de ce gaz carbonique, alors soit avec de la végétation. Voilà. Donc nous vivons à crédit et nous le disons clairement. Et pour les jeunes d'aujourd'hui, non seulement on leur demande de s'adapter à un monde qui sera quand même différent, et il y a une adaptation, elle est possible certainement si on limite le réchauffement climatique, mais on leur demande aussi d'être, un peu de réparer nos erreurs, effectivement. C'est bien cela, c'est le crédit, oui. Je peux poser une question très très simple. On nous dit il faut éteindre les lumières, attention l'eau, le tri des déchets, toutes ces choses-là. Est-ce que ça a un vrai impact par rapport à ce que font les grandes entreprises ou ce qui se passe vraiment? Est-ce que nous, à notre échelle, on peut vraiment faire quelque chose? Oui, alors moi, je le pense sincèrement. J'ai à peu près les chiffres en France, pour la France en tête. Disons, la façon dont nous nous déplaçons, celle dont nous comportons, le domestique chez soi, donc aussi bien l'énergie électrique ou le chauffage, et puis la façon dont nous alimentons compte pour plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre, largement plus de la moitié. Donc ce sont quand même des secteurs sur lesquels on a quand même un pouvoir de décision à titre quasiment individuel, ou à titre familial. Donc je sais bien il faut aussi, tout le monde n'est pas capable d'investir pour isoler sa maison, c'est bien aussi un des problèmes, mais il ne faut pas non plus... donc tout le monde a un rôle à jouer, disons, au niveau individuel, on a certainement, au niveau collectif à travers des associations, mais en gros aussi si... il n'y a pas le financement, mais quand on va parler de mobilité ou de bâtiment et d'urbanisme, c'est largement les collectivités, les maires, les métropoles. Donc tout le monde doit aller dans le même sens, et c'est ça. Et donc on n'arrivera pas à lutter contre le réchauffement climatique si justement tous les secteurs d'activité, tous les citoyens de cette planète ne regardent pas dans la même direction. Mais il ne faut pas accuser l'autre, il ne faut pas toujours accuser les politiques. Nous sommes tous concernés, y compris à titre individuel. Il ne faut pas le nier quand même. Est-ce que moi, quand je roule en voiture électrique, je dois me sentir coupable ou pas? Parce que... Non. Moi, je crois... On me dit, mais les batteries... Oui, d'accord, je connais... Enfin, oui, je sais tout le débat qu'il y a sur les batteries. Je pense que, disons, la voiture électrique, c'est un développement très sain, avec des limites actuellement qu'il faut effectivement dépasser. Il y a un grand projet batterie en Europe, par exemple. Bien sûr qu'il faut faire des progrès, mais la seule façon de faire des progrès, c'est effectivement d'expérimenter et d'aller de l'avant. Et je suis... Donc vous êtes content quand vous voyez les bus électriques rouler dans Paris? Oui, bien sûr. Et oui, je suis assez favorable à la voiture électrique. Donc dans Paris, on n'a pas de voiture, donc c'est plus simple, mais c'est très facile. Nous sommes, disons, parisiens, c'est très facile de se déplacer sans voiture. Mais je crois qu'il faut aller de l'avant dans cette voie, même s'il y a effectivement des défauts. C'est pas parfait actuellement, mais je crois que ça progresse. Ça a été le cas des renouvelables. Les prix ont diminué d'un facteur 5 pour le solaire. Si on n'avait pas mis en route, eh bien, on en serait toujours où on en était il y a 20 ans. Et l'éolien, on l'a mis trop tard en route en France, et on a du retard sur des pays comme l'Allemagne ou comme, le Danemark. C'est justement parce qu'on l'a mis trop tard en route. Donc je crois qu'il faut aller de l'avant, et au contraire, s'il y va du dynamisme d'un pays, c'est là où cette transition, elle est indispensable. On ne peut pas laisser les jeunes d'aujourd'hui avec un climat à 5 degrés d'ici à la fin du siècle. Disons, quand ils auront mon âge, voilà, c'est pratiquement impensable. Vous êtes jeune, Jean-Joseph. Ouais, je suis jeune, oui. Merci, Mouloud, c'est sympa. J'aimerais vous montrer les images d'un jeune qui, dans les paroles, en tout cas, il veut se bouger pour la planète, mais il n'y arrive pas trop. Regardez ce qu'il dit. I call on you to remain confident. We will succeed. Because we are fully committed. Because wherever we live, whoever we are, we all share the same responsibility. Make our planet great again. Make our planet great again. C'était il y a 2 ans, quand les États-Unis ont quitté les accords de Paris. Donc j'ai même pas de questions, j'ai juste ça à vous dire. Oui, non, il y a eu quelques... Vous avez un conseil pour lui, un petit... Vraiment, au niveau de l'Europe, on a une carte à jouer, et que sur ces européennes, il faudrait vraiment que tous les partis s'engagent. Il a refait des déclarations dans ce sens. Oui, on fait des déclarations. Dans le sens de la biodiversité, mais est-ce que c'est pas juste à but électoral avant les européennes? Je pense que les déclarations sont nécessaires, définir des objectifs, c'est nécessaire, c'est l'accord de Paris aussi, mais il faut à chaque fois que qu'il y ait
que ça se concrétise au niveau des décisions. C'est ça la difficulté. Non, je ne reprocherai pas à des décideurs politiques de faire d'avoir des projets ambitieux, mais il faut les tenir. Après, c'est ça qui est important. Oui, parce qu'en Union européenne, il n'y a personne qui a respecté les accords de Paris, en fait. Il n'y a qu'en Europe, la Norvège, le Monténégro, la Macédoine. Vous avez raison. Non seulement l'accord de Paris est insuffisant, il faudrait en multiplier par 3 les engagements si on voulait rester au niveau de 2 degrés, par 5 pour 1,5 degré, mais même ces engagements ne sont pas suivis. Ces engagements sur la période 2020-2030. En France, on a eu une bonne nouvelle cette semaine que les émissions avaient diminué entre 2018 et 2017, mais elles ont augmenté entre 2016 et 2017, donc c'est juste un rattrapage pour le moment, mais il faut aller de l'avant. Les objectifs de la loi sur la programmation pluriannuelle de l'énergie sont bien inscrits, mais on a déjà pris un peu de retard. Donc il faut effectivement, et c'est tout le défi, qu'il faut aller au-delà. La loi sur la transition énergétique en France est parfaite, un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, mais il faut y arriver, et c'est ça. Comment on concrétise vraiment ces engagements des politiques qui sont inscrits souvent dans des lois. Mais sérieusement, Jean Jouzel, là, il n'y a que nous. Hein. Oui. Ils y peuvent rien, les politiques. Je le redis, ils y peuvent rien. Le rôle des politiques au niveau... Vous y croyez vraiment? Vous pensez vraiment qu'ils y peuvent quelque chose? Que ce n'est pas les grandes compagnies, que c'est pas les... c'est tout le monde. Il faut aussi que, disons, quand on parle, je redis, les politiques ont un rôle à jouer, mais les collectivités aussi, qui sont souvent d'autres politiques à un niveau plus local, territorial. Mais les entreprises doivent aussi s'engager. Certaines s'engagent parce que je pense que les entreprises ont intérêt à s'y engager. Le système éducatif, c'est aussi très important. Tout le monde doit s'engager. Donc on ne peut pas toujours, et je le redis nous-mêmes, les associations, donc les médias, et je pense que c'est important que nous puissions exprimer, disons, ces positions ici, dans votre émission. Donc les médias ont un rôle à jouer, tout le monde a un rôle à jouer. Il n'y a aucun secteur d'activité qui, dans notre pays, puisse dire « le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire ». Tous les secteurs d'activité sont concernés. Tous les décideurs politiques sont concernés. Dans les petites villes, dans les campagnes, dans les territoires, dans les métropoles. Donc les métropoles, c'est 70 à 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut aussi faire très attention à ce qu'on fait en ville. Mais dans les territoires, c'est aussi ces potentiels de développement d'énergie renouvelable. Donc oui, c'est tout le monde. Il ne faut pas regarder à chaque fois les politiques. L'accord de Paris était un succès. Après, c'est le mettre en route, en augmenter l'ambition. Et c'est cela qu'on a du mal à mettre en œuvre quand même, clairement, aujourd'hui, y compris Emmanuel Macron dans notre pays. Mais moi, j'espère toujours, et on aimerait tabler avec Pierre Laroutourou, Anne Essel, sur vraiment cette dynamique européenne, parce qu'on pense que l'Europe, c'est quand même 10% des émissions. Vous avez rappelé, c'est que 7% de la population, mais c'est quand même presque 10% des émissions, je crois. Et donc, il faut quand même qu'on aille de l'avant collectivement. Et c'est un beau projet pour l'Europe qui en manque quand même cruellement actuellement de projets enthousiasmants. Une question très très simple, c'est est-ce qu'on peut encore faire des enfants? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et Pauline, tu as rencontré des gens qui ont une réponse qui est non. Oui, parce que cette question, au départ, ne pas faire d'enfants pour des raisons écologiques, ça apparaissait comme une idée un peu fantasque, mais petit à petit, elle est prise au sérieux. C'est simple, on sera bientôt 8 milliards d'êtres humains sur la planète. En 1970, on était 2 fois moins. Donc la solution la plus efficace pour sauver cette planète, c'est faire moins d'enfants ou ne plus en faire du tout. C'est ce qu'ont décidé Johanna et Thomas. Je les avais rencontrés en octobre dernier dans les Yvelines, juste après avoir pris la décision de ne plus faire d'enfants. Les quelques moments où je pourrais me dire j'aimerais bien avoir un petit enfant qui lui ressemble, qui me ressemble. En fait, tout de suite après, je me dis, c'est égoïste. C'est égoïste parce qu'en fait, cet enfant-là, peut-être qu'il nous ressemblera, mais à côté de ça, peut-être qu'un jour, il nous reprochera, il nous dira, mais pourquoi vous m'avez mis au monde alors que vous saviez, vous voyez très bien dans quelle direction allait le monde et comment il était en train de tourner au chaos. Dans 15 ans, il n'y aura plus d'éléphants. Ça paraît bête, mais j'ai pas envie d'avoir un enfant qui va grandir dans un monde où il n'y aura plus d'éléphants. Ouais. Non, si je peux avoir un double commentaire, d'abord je suis mal placé, mais mal placé, on a 7 petits-enfants, donc entre 6 et 18 ans, donc je ne vais pas jeter la pierre à nos 2 enfants, mais il y a quand même aussi un problème derrière cette... Je pense qu'on peut être 2 milliards sur cette planète et complètement la gâcher, si on ne fait pas attention. Si on vit surtout sur le modèle américain, on peut être 8 à 10 milliards, et si on fait attention, un peu de frugalité, un peu de regard, on peut aussi coexister. Donc je n'aime pas placer la population comme au premier niveau de la lutte contre le réchauffement climatique, ou même pour la perte de biodiversité, mais plutôt la conscience individuelle et le respect de notre planète en général. Parce que c'est pas que le nombre qui compte, c'est aussi l'attitude que nous avons sur notre environnement en général.